D'abord, donc bonjour et bienvenue pour cet atelier sur les captives et solvabilité 2. Donc l'atelier va durer 1h30, enfin 1h25, puisqu'il faut qu'on ait libéré la salle à 10h30. Donc 1 heure de présentation et puis une petite demi-heure pour les questions. Je vais vous demander de couper, si possible, vos téléphones portables, en tout cas de les mettre en silencieux. Donc les planches qui sont là, qu'on va vous présenter, seront en ligne sur le site de l'AMRAE à l'issue des rencontres. Et donc, s'il vous plaît, remettez à la sortie aux hôtesses les questionnaires d'évaluation remplis et bien remplis si possible. Voilà. Alors, donc, la réglementation européenne Solvabilité 2 a aujourd'hui 3 années d'existence pleine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait eu 2 années avant pour commencer à se préparer, notamment sur la partie quantitative. Donc, comment les entreprises captives se sont-elles adaptées à ce changement profond ? La réglementation, donc, qui repose sur 3 piliers, a vocation à harmoniser les pratiques. Au niveau quantitatif, on peut dire que l'essentiel est fait. À notre connaissance, il n'y a pas de captive qui utilise autre chose que le modèle standard. Donc le modèle standard de tous les assureurs. Il n'y a pas de modèle spécifique développé dans les captives pour quantifier le capital sous risque. Donc, mais en ce qui concerne la gouvernance et les exigences de reporting, on est encore dans une phase de stabilisation. Et donc, on va se poser la question de savoir où en est l'approche des superviseurs sur ces sujets, et notamment en ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité aux petits assureurs non systémiques dont les captives font partie. On se posera la question de savoir comment les changements sont appréhendés par nos partenaires assureurs, quel chemin a été parcouru et que reste-t-il à accomplir. Nous allons tenter de vous donner des pistes de réflexion sur ces sujets avec Tiffaine Beauperrin, directrice générale de Ferma, Marine Charbonnier, responsable des solutions ART chez AXA XL, et Hélène Stack-Petit, qui est responsable des assurances du groupe Nexens. Bon, alors Tiffaine, Ferma a mené cet été une étude assez fouillée auprès des associations européennes de risk managers. Quels en sont les principaux enseignements ? Je vais passer les slides pour arriver. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Ferma est donc la Fédération européenne des associations de risk management. Nous sommes composés de 22 associations, dont l'AMRAE en France, et nous représentons environ 5000 risk managers en Europe. Alors nous conduisons tous les 2 ans une grande étude européenne sur l'évolution du rôle et des responsabilités des risk managers. Et donc la dernière étude en date est celle de l'année dernière. Ils nous ont présenté les résultats au mois de novembre, donc les chiffres sont vraiment récents de ce que je vais vous présenter. Et dans ce questionnaire, il y a toujours des questions relatives aux captives pour qu'on puisse suivre vraiment l'évolution de l'utilisation de cet outil par les risk managers. Et donc, ce que l'on peut en tirer en termes d'enseignement, c'est qu'on voit depuis 2014 que l'utilisation par les risk managers des captives est stable. En effet, vous voyez sur la slide qu'en 2018, il y a 38% des risk managers qui utilisent des captives. En 2016, c'était 34% et en 2014, 39%. Alors à ça, on peut essayer d'apporter deux raisons. C'est que la captive est définitivement un outil de gestion des risques et que ces avantages sont reconnus, ce qui a permis de passer outre les nouvelles exigences réglementaires venant notamment de Solvabilité 2 et de BEPS de l'OCDE. Également, on voit qu'avec Solvency, donc Solvabilité 2, ça a permis d'augmenter le niveau de technicité et de professionnalisme des captives, ce qui a aussi facilité la justification en interne de l'utilisation de cet outil, puisque c'est considéré, c'est réglementé comme une compagnie d'assurance comme toutes les autres.
Alors en dessous, vous avez un petit tableau qui montre qu'en fait les chiffres que l'on a avec ces stabilités d'utilisation des captifs sont corroborés par des chiffres mondiaux, notamment l'enquête annuelle de Business Insurance, qui montre que depuis 2015, nous avons environ 12,5% de captives en Europe. Alors quand on regarde le chiffre total des captifs dans le monde, on voit également qu'il y a une stabilité, voire une petite diminution, puisqu'en 2015, on était à 6 851 captives. Aujourd'hui, on est à 6 647 captives. Donc on a les chiffres de fin 2017 parce que les chiffres de fin 2018 arriveront au mois de mars. Les nouvelles données arriveront au mois de mars, là. Alors, bon, voilà, ça reste stable. Peut-être c'est en diminution à cause de la consolidation de certaines sociétés, voire du fait que nous sommes dans un marché soft. Intéressant à noter, c'est au niveau des États-Unis, où vous voyez qu'il y a eu en fait un rapatriement des captives offshore sur le sol américain, puisque vous voyez que offshore, ils ont perdu 5 points et onshore, ils ont augmenté de 5 points. Et ça, c'est dû aux réformes fiscales qui ont été mises en place au niveau des États-Unis en 2010 et en 2017. Alors, nous avons également demandé, durant cette enquête, comment est-ce que les risques managers planifiaient d'utiliser les captives au niveau des lignes traditionnelles et des lignes non traditionnelles. Alors, nous définissons dans cette enquête les lignes traditionnelles en tant... voilà, vous voyez la définition qui s'affiche sur la slide. Alors là, on voit qu'il y a une remontée de l'utilisation des captifs pour les lignes traditionnelles. Donc, en 2014, nous avions 33%. On était tombé à 29% en 2016. Et en 2018, on est à 38%. Alors là également, on peut émettre l'hypothèse que c'est peut-être une anticipation de la part des risques managers de la fin de ce marché soft et donc du durcissement des conditions du marché. Au niveau des lignes non traditionnelles, vous voyez également la définition que l'on avait donnée dans l'enquête de Fermat. Alors ici, on voit vraiment une tendance forte à l'intensification de l'utilisation des captifs pour les lignes non traditionnelles. Donc au niveau du cyber-risque, political risk, voilà. Donc on voit que c'est vraiment devenu un outil qui est utilisé par le risk manager pour réduire et pour gérer les risques de l'entreprise. Hélène, est-ce que tu es d'accord avec ta vision d'utilisateur de captifs? Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as vu sur ces deux derniers slides? Alors, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je confirme. Donc, au niveau Nexens, nous avons une captive qui est basée au Luxembourg. Et nous, alors, on continue à l'utiliser, effectivement, malgré tout ce qui s'est passé au niveau solvabilité 2. Maintenant, on continue à l'utiliser pour les lignes non traditionnelles. Donc, pas sur la partie non traditionnelle pour l'instant, en tout cas. Voilà. Merci. Après, je peux rajouter un commentaire aussi par rapport au marché soft. Effectivement, chez nous, on est sorti de 2 programmes quand on a pu placer en fait dans le marché sans avoir besoin de cet outil de financement. Donc voilà, c'est ça qui nous a influencé aussi. Alors la prochaine slide, donc là c'est juste à titre informatif, en fait c'est un petit zoom sur le nombre des captives et l'évolution des captives dans l'EEA. En fait ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'EEA, puisqu'il y a la Norvège, pour vous montrer que voilà, donc quand on regarde les chiffres en fin 2015, qui était vraiment juste avant l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, et les chiffres 2 ans après, fin 2017, on voit vraiment qu'il y a une stabilité en termes de nombre de captives. Donc si bien que voilà, ces nouvelles exigences, ces nouvelles contraintes n'ont pas eu un impact, en tout cas sur le nombre de captives en Europe.
Alors au niveau du FERMA, on a cherché à comprendre comment le principe de proportionnalité était appliqué par les États membres. Donc vous le savez, dans Solvabilité 2, il n'y a pas de demande spécifique ou alors de critères, d'exigences spécifiques qui sont liés aux organismes qui sont de petite et de moyenne taille. Mais par contre, il y a l'obligation de se conformer au principe de proportionnalité, qui est un principe qui est fondamental dans le droit de l'Union européenne et qui signifie qu'en fait, les exigences doivent être proportionnées à la taille et au risque des organismes. Alors, on a mené des interviews bilatéraux avec les associations de risk management qui le souhaitaient pour voir comment ce principe était appliqué dans leur pays. Et on a eu des informations de 6 pays. Vous avez sur cette slide et sur la prochaine, vous avez les résultats voilà, des informations qu'on a pu récolter. Donc les pays qui nous ont transmis l'information sont l'Allemagne, la France, Malte, Norvège, Pays-Bas et Suède. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez les voir sur les slides, mais les conclusions en fait, de cette recherche, c'est que Solvabilité 2 a permis une normalisation du modèle des captives. Les régulateurs nationaux ont eu un intérêt donc, pour ce type de compagnie d'assurance et ça a permis de clarifier, d'améliorer la compréhension du modèle économique des captives. Alors après, en termes de l'application du principe de proportionnalité, on voit qu'il est assez varié dans les différents pays et que souvent les États membres disent qu'ils l'appliquent, mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup de mesures. Les principales mesures que l'on a pu noter, c'est au niveau du reporting, notamment au niveau de la fréquence du reporting, où c'est devenu une fréquence annuelle au lieu de trimestrielle dans plusieurs pays. Et là, je pourrais donner l'exemple donc de, si je trouve, c'est passé pour le Luxembourg, pour le Pays-Bas, voilà, et pour la France au niveau du MCR. Au niveau de la gouvernance également, là c'est pareil, c'est assez varié. Certains pays sont assez souples au niveau de la gouvernance et permettent d'avoir qu'une personne ait vraiment entre ses mains plusieurs fonctions clés. Et ça c'est le cas de l'Allemagne, de la Suède et des Pays-Bas, mais à condition que le superviseur en soit informé. D'autres pays sont un petit peu plus stricts. Au niveau de l'exigence des capitaux propres, alors là, ça suit les mêmes règles. Il n'y a pas de traitement qui soit différencié pour les captives. Donc, ça applique les règles standards du pilier 1. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour regarder la deuxième slide sur le détail des pays. Et puis ensuite, on fera un petit zoom sur le Luxembourg et l'Irlande, qui n'était pas dans l'enquête FERMA, mais pour lequel on a quand même voulu vous donner notre vision, dans le sens où c'est quand même les 2 domiciles principaux de captives en Europe. Donc pour l'Irlande, en fait, c'est des captives d'assurance directe, pour la plupart, et donc les exigences du superviseur sont assez élevées en fait. Il y a du reporting trimestriel. Bon, en revanche, au niveau de la réglementation nationale, ils ont fait un classement en fait des sociétés d'assurance en fonction du niveau de risque. Et donc, les captifs sont traités en low risk, ce qui permet d'appliquer d'une certaine façon un principe de proportionnalité, notamment, je pense, en termes de fréquence de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, le superviseur va peut-être venir un peu moins souvent voir des sociétés captives que les grosses sociétés d'assurance. En revanche, pour la gouvernance, c'est assez strict, puisqu'en fait, les fonctions clés qui sont prévues dans Solvabilité 2, donc l'audit, l'actuariat, je ne sais plus quoi, enfin, il y en a 2 autres, il y a 4 fonctions clés. Et bien en fait, les gens qui incarnent ces fonctions clés,
ils doivent être préapprouvés par le régulateur, hein, donc ils doivent présenter un CV, être préapprouvés et suivre un peu le régime fit and proper, qui veut dire qu'ils sont à la fois compétents et honnêtes, on va dire, si on peut dire ça. Et de la même façon, bon, que ce soit en Irlande ou au Luxembourg, il n'y a pas de modèle interne utilisé. Et les ressources du superviseur sont bien entendu suffisantes pour gérer les captives. Hélène, tu dis un mot sur le Luxembourg ? Alors, sur le Luxembourg, moi, pour ma partie, en fait, c'est un reporting plutôt annuel, donc au lieu de trimestriel, pour quasiment toutes les captives, mais il y a quelques exceptions. Il y a une approche pragmatique pour la partie fonction clé. Il n'y a pas systématiquement une revue ou une vérification du fit and proper au Luxembourg, mais néanmoins, le commissariat aux assurances porte beaucoup d'attention au niveau de la fonction clé actuariat. Donc là, effectivement, c'est la base de toute étude, tout changement dans le business plan, etc. Donc là-dessus, ils sont plutôt vigilants. Alors Tiffaine, au-delà de cette étude, qu'est-ce que Ferma fait pour nous ? Et donc Ferma a un siège au niveau du Stakeholder Group, qui est le groupe consultatif qui rassemble les représentants du marché de l'EIOPA, donc qui est l'autorité européenne des assurances. Et donc, ce que l'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à intégrer dans un des avis officiels de ce groupe une demande, un souhait que toutes les mesures qui portent sur l'application du principe de proportionnalité et qui sont mis en place par les régulateurs nationaux soient systématiquement identifiées et évaluées. On a vu également que IOPA a publié et a annoncé que l'application du principe de proportionnalité sera un des sujets phares de la révision de Solvabilité 2 cette année et l'année prochaine. Donc de ce côté-là, on va continuer à être vigilant, à pouvoir apporter un retour des praticiens dès qu'on le peut via notre présence au Stakeholder Group et pouvoir contribuer ainsi donc à l'amélioration de cette application du principe de proportionnalité. Merci. Ah oui, alors au niveau international, donc là au niveau de l'OCDE, Ferma est également actif avec le plan d'action BEPS, qui est Base Erosion, qui veut dire Base Erosion et Profit Shifting. Donc suite à la publication des recommandations BEPS, on a eu des remontées du terrain qu'il y avait des craintes que le concept de captive, le modèle des captives soit mal compris de l'OCDE et donc les régulateurs nationaux également comprennent mal et donc est une vigilance peut-être accrue au niveau des captives. Donc on a développé avec un groupe de travail au sein de Ferma un document que j'ai ici, mais que vous pourrez trouver sur le site de Ferma, donc j'ai quelques copies ici, qui en fait explique pourquoi les grandes entreprises utilisent des captives, donc ce qu'on appelle le commercial rational, et comment est-ce qu'ils l'utilisent, donc au niveau de la substance, au niveau de la gouvernance, au niveau de la fixation des prix. Ce document a été très bien perçu par l'OCDE puisqu'on a été invité par Patrick Saint-Amans, qui est le directeur des taxes de l'OCDE, qui est le père de BEPS, pour en discuter avec lui et qui a distribué ce document aux régulateurs nationaux. On s'est aperçu également que ce document, qui est une sorte de guidance en fait, qui permet d'expliquer la captive, était aussi un outil important pour les risques managers, pour l'expliquer en interne. Donc c'est pour ça qu'on a, à la base, c'était une prise de position, on l'a mis en petite guidance, et donc voilà, qui sert aujourd'hui encore beaucoup et qui est utilisé par les risk managers.
Au niveau de l'OCDE, on a également contribué à une consultation qu'ils ont fait sur le transfer pricing, où dans cette consultation, il y avait tout un chapitre sur les captives, ce qui permettait de voir quand même qu'il y avait une compréhension du modèle économique des captifs qui avait augmenté au sein de l'OCDE. Et là, notre position était de bien montrer que les captives sont ceux qui contrôlent le risque d'assurance, et ce qui permet de justifier qu'ils ont un revenu et un profit qui est tiré de ces activités d'assurance. Parce que c'était ce que souhaite en fait l'OCDE, c'est de bien pouvoir faire la distinction entre le risque assuré, qui est contrôlé par l'assuré, et le risque d'assurance contrôlé par les captives. Voilà, donc on va suivre et on continue à suivre ces dossiers. Merci Tiffaine pour ce panorama européen et international. On va maintenant s'intéresser à la vision de nos partenaires assureurs, qui sont souvent impliqués dans les montages avec les captives. Donc Marine, tu es en contact régulier avec les risk managers et avec leurs captives. Qu'est-ce que tu peux nous dire 3 ans après la mise en place de Solvabilité 2 ? Alors, d'abord qu'on y porte une attention toute particulière, puisque nos clients sont très équipés de captives. Et pour vous l'illustrer, pour Legacy AXA CS, l'activité captive représente 20% de nos primes. C'est-à-dire que 20% des primes d'AXA CS sont des primes pour le compte de captive. Et au niveau de AXA XL, le nouvel ensemble, ça représente 1 milliard de primes de dollars. Donc c'est pour vous montrer qu'on y porte une attention particulière pour nous, mais d'abord aussi pour nos clients. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment l'évolution de réglementaire a donné une nouvelle dimension et qu'on appréhende avec vous. Et finalement, on a eu peur au début, tous, autant qu'on est, de Solvabilité 2. Les phases de préparation étaient quand même assez intenses et parfois stressantes. Donc effectivement, ça a augmenté peut-être les coûts, peut-être les fonds propres, peut-être le temps passé sur l'activité. Mais au final, et avec le recul d'aujourd'hui, et c'est ce que je vais vous montrer, finalement, c'est très positif. Donc on va l'illustrer ensemble sur tout un ensemble de points et qui sont très variés. Donc si on commence par la partie qui était la plus visible, qui est la question de la solvabilité, d'abord les captives et nous, on a le même environnement réglementaire, donc ça permet de mieux se comprendre aussi. Donc c'est un élément très positif. On a aussi pu travailler avec plus d'informations. Alors les états financiers dans les pays européens sont publiés, donc puis de toute manière ils étaient très partagés, mais on va beaucoup plus en profondeur sur ces informations concernant la captive. Le SCR officiel est un élément très factuel, mais pour aller aussi un peu au-delà, le SFCR permet aussi pour nous, assureurs qui travaillons avec les captifs, de mieux comprendre son activité. Parce que finalement, à la place d'un risque de souscription, on a bien un risque crédit qui nous impacte. Donc cette meilleure appréhension permet de mieux se comprendre. Et puis aussi, factuellement, de mieux l'intégrer. Parce que si vous, captifs, vous êtes sur la base du modèle standard, nous, on est sur le modèle interne et donc on doit intégrer ces informations du risque crédit pour allouer des fonds propres et demander d'ailleurs une rémunération des fonds propres alloués. Et on doit faire un rating interne. Et donc ces informations sont fondamentales. Et du coup aussi, nos autorités de contrôle comprennent mieux, quand on travaille avec des captives, ce qu'elles représentent pour nous en tant qu'assureurs. C'est des réassureurs réglementés et notre modèle interne l'intègre complètement. Et puis pour la captive, ça nous permet aussi d'avoir des conditions qui sont plus fines, qui prennent mieux en compte la qualité crédit qu'elles représentent. Puisqu'en général, elles sont d'une très bonne qualité crédit. Les SCR peuvent être supérieurs aux nôtres. Donc on peut négocier les fronting fees. On les adapte. On les négocie toujours. Je pense qu'on essaye d'y répondre au mieux du possible. Mais effectivement, ils sont plus fins, plus adaptés au profil de risque et au risque crédit en tant que tel. D'accord. Donc je pense qu'il y aura des gens qui auront bien noté dans la salle.
venez nous voir, on vous expliquera. Et Marine, une petite question aussi. Est-ce que de ce fait, AXA ne demande plus le nantissement qui a toujours été un sujet chez moi? Ah, mais c'est un sujet surtout. C'est-à-dire que de toutes les manières, on a un risque crédit. C'est un risque, même si la captive avait un rating officiel d'une agence spécialisée, on doit avoir notre propre avis. C'est le modèle interne et nos autorités de contrôle qui nous l'imposent. Et le sécuriser est important, et en particulier par rapport à un provisionnement, c'est très utile. Sachant qu'effectivement, il y a un panel de possibles et que les autorités de contrôle ne nous permettent pas de tout envisager non plus. Voilà. Donc, par exemple, la garantie parentale est quelque chose qui, aujourd'hui, ne permet pas de réduire le risque crédit pour la CPR, par exemple. D'accord. Alors, juste pour ajouter un petit témoignage en direct. Donc, pour la police d'assurance, qui est dommage direct chez nous, on avait une demande avant pour une lettre parentale, donc une lettre de confort. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut pas, nous. Voilà, on ne me demande plus une lettre de confort. Donc, grâce à Solvabilité 2, certainement. Oui, et puis, bon, il y a débat autour de ce qu'elle représente et des risques qu'elle peut générer en plus. Hein, mais bon. Donc, sur la solvabilité, des questions? Non. Bon, en tout cas, en général, il peut arriver que la captive ait une meilleure solvabilité que nous-mêmes. Donc, c'est intéressant, les débats autour. Mais en tout cas, beaucoup de transparence et c'est très bien pour tout le monde. Donc, en termes de gouvernance, là aussi, on a vu des impacts de Solvabilité 2. Vous avez organisé votre gouvernance, structuré votre gouvernance. Et donc, c'est extrêmement important dans les différentes étapes d'implication de la captive, hein, la négociation, la mise en place, la gestion, le contrôle du prestataire assureur pour le compte de la captive. Et pour nous, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de le comprendre pour pouvoir mieux y répondre et vous accompagner aussi dans le respect de cette gouvernance. Alors, c'est important pour Solvabilité 2, mais pas que aussi, hein, aussi pour des sujets de substance, de bien respecter cette notion-là. Donc, on a besoin de bien le comprendre, on l'intègre, et c'est un changement de Solvabilité 2 notable aussi. Une formalisation peut être intéressante pour vous comme pour nous d'ailleurs, hein, de savoir à qui s'adresser, pour quel type d'échange. C'est important. Et ce qu'on voit aussi, alors Solvabilité 2, le professionnalisme et les exigences en font partie. On a aussi sur la qualité de la prestation de l'assureur. Oui. C'est bon. sur la qualité de notre prestation et de l'ensemble des parties prenantes, hein, puisqu'il y a beaucoup de prestataires autour de la captive, le gestionnaire, l'actuaire, etc. Des exigences plus fortes sur tout un ensemble d'informations techniques, sur les flux financiers, sur éventuellement des détails sur les sinistres qu'on n'avait pas forcément auparavant. Donc une formalisation aussi d'une gouvernance spécifique. Avec la captive, il ne faut pas mélanger l'assuré, maison mère, risk manager, et la captive, réassureur, etc. Mais c'est des points notables. Ouais, les courtiers ont eu un peu de mal au début, hein, parce qu'ils s'adressaient toujours au risk manager pour savoir ce que la captive allait faire. Alors, donc à chaque fois, il faut les rediriger vers le point d'entrée de la captive, etc. Oui, on y fait très attention aussi. On consigne même contractuellement, si possible, le courtier d'assurance qui devient courtier de réassurance pour légitimer nos échanges avec lui dans le cadre de la négociation globale, parce qu'il y a quand même un global à intégrer dans les discussions. Donc c'est important. Mais bon, le travail a été fait globalement. Maintenant, je pense que les choses sont relativement claires. Hélène, comment toi, tu l'as vécu, toi, ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que Solvabilité 2, on en a parlé pendant des années. La préparation, ça a pris du temps, ça avait un coût. Mais aujourd'hui, par exemple, chez nous, on a eu un changement de 3 administrateurs cette année. Et donc, le fait d'avoir tous ces rapports bien structurés pour chaque fonction clé, avec à la base le manuel de gouvernance, toutes les études qui sont disponibles aussi, comme tu dis, le SCR, le ORSA,
on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais le Own Risk Self-Assessment, fait que, même pour moi qui est administratrice là-dedans, avec tous ces changements d'administrateurs, le travail ces nouveaux administrateurs, c'était beaucoup, ça a facilité les choses. Donc, avoir quelque chose de structuré, c'est très bien. Après, ça demande effectivement des rapports pour chaque, mais des rapports très, 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 détaillés pour chaque fonction clé qui ne sont pas peut-être en lien après avec la taille de notre captive. On doit le faire. Une fonction clé, c'est revenir à la proportionnalité. Ça nous pose quand même un peu... c'est structuré, ça existe. Maintenant, on a la base. On peut le mettre à jour toujours, mais chaque changement demande quand même de remettre à jour un rapport qui a un coût. Donc... qui a un coût et qui a un coût aussi en temps, puisqu'on passe, moi je pense qu'on passe à peu près 2 à 2,5 fois plus de temps maintenant dans les conseils d'administration sur toute la documentation en fait, Solvabilité 2, évidemment. Donc ça prend plus, les conseils sont plus longs, voilà. Voilà. Mais ça a aussi un intérêt, hein, puisqu'on on se repose des questions sur les risques, sur voilà. Donc c'est plutôt positif, même si c'est time consuming. Oui, à titre d'exemple, nous, avant, on faisait un conseil d'administration par an. Aujourd'hui, on fait 2 officiellement. Voilà. Et puis, on fait, en fait, moi, je me rends au Luxembourg 1 fois par trimestre. Parce que aussi, une de mes fonctions, c'est contrôler les contrôles. Donc ça aussi, ça me prend du temps. Parce que si je ne le fais pas, j'ai l'audit interne du groupe qui considère leurs fonctions clés dans la captive comme n'importe quel audit au sein du groupe. Donc le rapport monte évidemment au conseil d'administration de la maison mère. Et puis avec les recommandations, le suivi. Donc tout le monde voilà, est bien impliqué. Et je dois avouer, de ce fait, avec l'audit interne, ça a ouvert la visibilité aussi de la captive au niveau de la maison mère. Donc beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes impliquées dans son suivi, l'implémentation des recommandations, etc. Donc ça, c'est avantage. Ça apporte du confort pour le risk manager dans l'organisation. Plus il y a de personnes qui sont au courant de cette activité, moins il y a de remise en cause fortuite, on va dire. Marine, d'autres sur ce point-là, non, d'autres pas forcément. Peut-être un petit point quand même sur la partie souscription dans le comité de souscription ou le comité technique. C'est intéressant aussi pour l'assureur de comprendre qu'il y a un dossier de souscription, d'éventuellement apporter un élément tangible pour l'étayer. Mais c'est un élément qui est important, en particulier aussi sur le pricing de la captive, qui quelque part qui nous implique aussi d'en comprendre la technicité. Oui, toute souscription, enfin si je vais rajouter un petit mot sur la souscription. À titre d'exemple, actuellement, on est en train d'étudier la souscription d'un nouveau risque dans la captive. Donc ça entraîne de suite une étude avec les actuaires, donc déjà pour avoir un dossier de base pour le changement du business plan, donc qui va prendre en considération le pricing, le changement de multiples par rapport à la provision PFS, et une étude, puisqu'on le fait aujourd'hui et puis on n'a pas audité encore les comptes, on doit faire une première étude phase 1 ORSA, suivie d'une deuxième, donc chaque fois c'est des coûts, et puis éventuellement une mise à jour. Donc, mais ce sera après, si on le fait, on aura un dossier vraiment qui tient la route, aussi bien pour les autorités de contrôle qu'en interne pour la maison mère. Donc, toute souscription, on ne peut plus. Moi, je fais partie aussi, je suis la gestionnaire de risque pour la captive, mais aussi j'ai donc la partie souscription, mais on décide pas seul. Il y a toute une panoplie d'études à l'appui. Ça fait un bon passage de relais pour la suite. C'est les impacts souscription de Solvabilité 2 au niveau des captives. Et puis les impacts autres, hein, puisqu'on a parlé des impacts marché. Donc effectivement, c'est un sujet d'actualité. Alors si on focus sur les renouvellements de janvier, où je pense qu'on a quand même une visibilité intéressante du fait du panel de nos clients,
Donc effectivement, il y a certains renouvellements qui ont été un peu chahutés dès lors qu'il y avait des sinistres, plus en dommages qu'en RC, mais sur les deux. Et ça a amené effectivement certaines captives à revoir leur positionnement pour s'adapter et remplir leur rôle d'amortisseur des conditions pour le compte de l'ensemble des assurés, donc des filiales. Pour le reste, un maintien et des réflexions d'augmentation de leur rétention pour les renouvellements futurs, en tout cas le prochain, parce qu'il y a des travaux qui nécessitent aussi une anticipation dès lors que ces changements sont notables sur la partie solvabilité 2, les travaux d'Orsa, etc. Donc c'est un point significatif. Et on voit de l'étude pharma que ça confirme effectivement une tendance à l'augmentation de l'implication des captifs sur les programmes traditionnels et dans des proportions significatives, hein, quand même, dans les 30% de mémoire. Sur la partie ce que vous avez appelé non traditionnelle, mais bon, c'est des questions de terminologie, on a tous, c'est pas très rigide comme définition, mais donc voilà. Sur la partie risque non traditionnel. Donc, sur les risques difficilement assurables, les extensions de garantie, aussi appelées pertes pécuniaires, qui vont concerner des risques tout à fait spécifiques pour chaque entreprise et pour lesquels le marché a du mal à adresser une réponse ou une réponse satisfaisante en termes de transfert. Et donc, la captive a aussi son rôle dans cette dimension. Effectivement, il y a une augmentation de ces souscriptions. Alors, pour l'illustrer, ça peut être des risques qui tournent autour de la supply chain, de la propriété intellectuelle, des risques politiques. Toute la famille PE sans dommage aussi est très concernée par cette dimension-là. Et Solvabilité 2 a quelque part boosté un peu ces souscriptions parce qu'un SCR important peut amener, du fait de l'augmentation dans les organigrammes du sujet, à se poser la question de pourquoi, à quoi ça sert d'avoir finalement des fonds propres peut-être surdimensionnés, des réserves aussi, et en particulier à Luxembourg, pas forcément exposées, puisqu'il y a eu quand même ces dernières années un petit peu moins de rétention sur les programmes traditionnels. Donc, ces deux éléments ont permis de booster ce rôle de la captive, qui est d'accompagner mieux en étendue de garantie les couvertures pour le groupe. Sur la partie IBI et éventuellement aussi pension, donc la partie retraite plus du monde anglo-saxon, là aussi Solvabilité 2 a accompagné le déploiement parce qu'on est sur un profil de risque qui est très différent du PNC. On est sur des risques plus prévisibles, hein, moins volatiles, à tel point que dans le modèle interne, il y a des modules spécifiques, santé et vie, et que le chapeau, en fait, vous avez un pilier PNC, un pilier... dans le modèle standard, pardon, j'ai dit modèle interne, excusez-moi, dans le modèle standard. Donc un pilier PNC, un pilier santé, un pilier vie, et après, au-dessus, il y a une règle de calcul qui permet de prendre en compte la non-corrélation de ces souscriptions. Donc une allocation de fonds propres qui est optimisée et qui est inférieure à la somme indépendamment de chacun des sujets. Donc là, Solvabilité 2 a aussi permis de mettre en exergue ce phénomène-là et de pouvoir réduire la volatilité globale en intégrant des risques des profils différents, voire plus prévisibles. Avec malgré tout un sujet majeur qui est le sujet de la qualité de la data sur l'IBI, puisque la captive doit avoir un certain confort de souscription, qui doit être très bien organisé pour lui permettre d'avoir une visibilité justement sur le profil de risque et les potentiels impacts sur le résultat technique. Alors, sur la partie paramétrique, parce que ça, c'est un sujet qui est nouveau également, mais qui va dans la continuité de souscriptions plus larges et plus différenciées. Donc, on va être sur la famille beaucoup perte d'exploitation sans dommage suite à des situations climatiques atypiques qui peuvent influencer en particulier les ventes. La captive a toute sa raison d'être. Pour intervenir assez classiquement en première ligne pour amortir les premières volatilités, là où les prix sont les rates online, hein, les prix les plus élevés, et aussi en complément de garantie pour certains risques qui ne rentrent pas complètement dans la modélisation de l'impact du climat sur les ventes, par exemple.
donc les autres impacts que climatiques. Donc une protection plus globale grâce à la captive et qui peut intervenir à des niveaux et des seuils de déclenchement plus adaptés aux besoins d'impact sur la volatilité des résultats de l'assuré. Sur la partie affinitaire, donc là, on va être en accompagnement de la vente d'assurance aux clients de l'assuré. Donc pour vous l'illustrer, ça peut être les assurances crédit emprunteur pour toute la famille banque, qui est un sujet qui existe depuis très très longtemps. Alors là, on quitte un peu la définition de la captive au stricto sensu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, on commence à couvrir des risques de tiers. Donc, voilà. Alors, on l'était déjà dans le sujet IBI, en fait, puisque il peut être considéré par certaines autorités de contrôle que le risque qui touche l'employé et les ayants droit sont des risques de tiers qui requalifient la captive en réassureur commercial et qui a un impact potentiellement sur la proportionnalité, mais aussi sur les fonds propres minimum. Donc voilà, c'est une extension c'est la captive étendue, on va dire. Donc la partie affinitaire en fait partie. Donc ça peut être le vol casse de produits vendus par l'entreprise. En général, c'est des risques sur lesquels il y a une prévisibilité forte. Et donc là, on rentre dans une dimension de captive centre de profit, de rentabilité des fonds propres alloués, qui peut être intéressante. Et les domiciles sont plus ou moins adaptés d'ailleurs à ce type de solution, puisque le domicile à dividende est plus adapté à la captive centre de profit. Et puis une dimension très intéressante qui s'est développée en parallèle de l'augmentation des souscriptions et puis appuyée par Solvabilité 2, les protections de la captive en tant que telle. C'est un marché qui s'est réactivé plus. Il y a de nouvelles souscriptions dans cette dimension-là. Alors là, on va retrouver plus des stop-loss que des excess of loss, mais parfois des mixtes des deux. Des multilines dans ces stop-loss, donc plusieurs branches, une couverture plus globale. Traditionnelle ou structurée sur plusieurs exercices ou un seul exercice. Donc là, il y a de l'innovation également. C'est une dimension très intéressante à approfondir dès lors que la captive étend ses souscriptions et prend plus de risques. Et avec le marché qui, pour certains, se redresse, le sens de ces protections est intéressant. Hélène, le portefeuille de risque a changé ? Alors, juste un petit mot pour peut-être la partie, alors tu l'as mis, EB, Employee Benefits, dans la partie risque non traditionnel. Je constate aujourd'hui, même en participant, qu'il y a beaucoup plus d'études pour mettre la partie Employee Benefits dans la captive. Alors, même nous-mêmes, chez Nexans, on fait cette étude. Alors, la question est à se poser. Est-ce que c'est parce que pour, en fait, amortir les coûts liés à Solvabilité 2? Est-ce que c'est pour apporter une diversification, donc vraiment liée à Solvabilité 2? Ou est-ce que c'est vraiment un outil considéré comme un outil de financement? C'est peut-être un peu de tout. Hein. Voilà, c'est... Mais on constate qu'il y a, je pense dans la salle, on peut avoir des témoignages aussi, qu'il y a énormément d'études sur la partie Employee Benefits aujourd'hui. C'est le... Voilà. Et puis il y a un débat, c'est est-ce l'employee benefit a vocation à être mélangé avec du risque PNC? Il y a des exemples intéressants sur le marché français. S'il y a une captive qui est très exposée en responsabilité civile produit, de mettre de l'employé bénéfice au milieu de tout ça, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il faut avoir deux structures séparées? Certains optent pour avoir une structure spéciale IBI et une structure spéciale PNC. Et puis d'autres où la captive, de toutes les manières, a les moyens d'assumer l'entièreté de ses expositions, une seule structure avec l'optimisation dont tu parlais des coûts et des fonds propres associés. Voilà, nous, au Luxembourg, enfin, avec notre captive, ce sera une étude d'un business plan plutôt qu'à une demande vraiment d'agrément, mais ça dépend de qu'est-ce que tu vas mettre aussi dans la partie Employee Benefits. Sur la gestion d'actifs? Alors, la gestion d'actifs, où là, le groupe AXA aussi a un œil, puisque AXA est une structure dédiée à la gestion d'actifs pour nos propres actifs, hein, donc AXA IM, AXA Investment Managers, mais on gère des actifs d'autres assureurs et donc on gère aussi des actifs de captifs. Donc on a aussi la vision de cette dimension-là.
Donc, là aussi, il n'y a pas qu'un impact solvabilité 2, il y a aussi un impact marché, puisque la rentabilité des fonds propres placés sans risque, elle est éventuellement même négative. Donc, se pose la question. Je le confirme. de la dynamiser quand même. Et donc là, d'avoir une gestion qui intègre éventuellement l'actif passif, donc voilà, de plus professionnelle et plus adaptée à l'activité de la captive. Donc la rentabilité. La dimension solvabilité 2, on va la retrouver dans le sujet reporting. Donc, de pouvoir avoir un reporting qui permette d'aller au détail des fonds dans les déplacements permet aussi de répondre aux exigences et d'améliorer l'allocation de fonds propres. Oui, parce que, en fait, si vous avez une SICAV avec à l'intérieur des obligations, par exemple, ça va être considéré à première vue comme un produit action, une SICAV. Et en fait, si vous faites le look-through, ce qu'on appelle, je l'ai prononcé correctement, donc regardez à travers, et donc vous allez attraper le détail à l'intérieur de cette SICAV, et donc du coup avoir plutôt des produits obligataires diversifiés, et donc des exigences en fonds propres moindres. Donc il y a un vrai enjeu autour du reporting pour les captifs, pour lesquels la gestion financière est relativement dynamique. Bon, c'est pas le cas de toutes. Alors, effectivement, ça nécessite d'avoir une taille qui permet de travailler sur cette dimension et d'en apporter plus de valeur. Après, se pose la question aussi, dans le cas de la substance, d'avoir une gestion spécifique des actifs de la captive. Et donc, cette dimension-là est importante. Donc, pour l'assureur, l'impact pour nous en accompagnement des clients, c'est effectivement de pouvoir avoir des solutions adaptées à cette partie de gestion d'actifs et aussi de la créativité quand on a des exigences sur certaines contraintes dont tu parlais, Hélène, les nantissements, les lettres de crédit, de pouvoir optimiser grâce à une gestion d'actifs adaptée et qui permet à la fois d'avoir de la rentabilité et une sécurité sur les actifs. Donc en fait, Solvabilité 2 a quand même eu quelques impacts sur la façon dont on regarde la partie. Puisque en fait, traditionnellement, avant Solvabilité 2, on s'intéressait essentiellement au risque de souscription dans les captives. Et puis après, on regardait si les investissements étaient rentables ou pas. Là, on s'intéresse beaucoup plus à la charge en capital de la façon dont nos actifs sont gérés. Alors, on passe à la solution de sortie. Ou, à moins que tu avais encore d'autres choses à dire sur les actifs. Non, pas forcément, non. Mais après, en fonction des questions, on ajustera. Oui. Non, alors, vas-y. Alors, les solutions de sortie, puisqu'il y a quand même, du fait de Solvabilité 2, eu quelques décisions de sortie, mais aussi, comme tu l'as dit d'ailleurs en introduction, du fait de regroupement de groupes qui avaient des captives ou une captive par-ci et puis une autre par-là. Et voilà, donc des fusions et des besoins de concentration pour optimiser l'ensemble. Il y a des besoins d'accompagnement autour de ces décisions. De plusieurs modalités ou de commutation. Donc on récupère, l'assureur fronteur récupère le portefeuille qui était cédé pour permettre de nettoyer la captive et de la clôturer, ou même d'alléger son bilan pour pouvoir redynamiser et partir sur d'autres sujets. Il peut y avoir la vente même de la structure en tant que telle. Il peut y avoir la novation, donc le transfert de portefeuille. Donc, pour vous l'illustrer, un groupe français avait 2 captives, une directe en Irlande, une de réassurance avec des activités adaptées. A été décidé, dans le cadre de travaux sur l'optimisation de l'ensemble, de solder la captive directe, qui avait moins d'intérêt, et de tout concentrer dans une seule. Alors, fermer une captive directe, c'est un enjeu en tant que tel. Donc, nous, AXA, on a acheté ce qui restait, donc ça s'appelle le run-off, on a acheté le run-off, on a confirmé, etc., pour permettre à la captive d'obtenir, parce qu'elle a agréé pour fonctionner, mais il faut qu'elle ait un accord pour s'arrêter aussi. Donc, il faut prouver qu'elle est propre, qu'elle n'a plus d'engagement vis-à-vis d'aucun tiers. Et donc, et c'est d'ailleurs très officiel, parce que
toutes les autorités de contrôle qui avaient l'intervention de la captive par le système de la LPS sont concernées et doivent informer localement. Donc un accompagnement dans cette dimension-là aussi. Et puis quand c'est des sujets de grande envergure, on a même une société spécialisée dans l'achat de portefeuilles et de sociétés qui s'appelle AXA Liabilities Managers et qui peut intervenir pour permettre de racheter en général l'entièreté de la captive. Et en assumer jusqu'à la fin sa clôture. Bon, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut fermer. Non, mais ça veut dire que Solvabilité 2 a amené à se poser beaucoup de questions et du coup, la concentration dont tu parlais, c'est une réalité pour un certain nombre de groupes. Mais après, non. De toute manière, on a noté plutôt une augmentation de l'activité au final qu'une baisse en nombre. C'est très factuel en particulier. Ok, je crois qu'on a fait un petit tour de l'actualité Solvabilité 2. On a vu que ça avait apporté des changements relativement profonds dans la façon de gérer les captives. Ça a entraîné aussi une montée en compétence de l'ensemble des personnes qui travaillent autour de ces sujets. Donc c'est très positif. Il y a des différences qui subsistent encore dans l'évaluation du risque de la proportionnalité dans différents domiciles, mais est-ce que c'est vraiment un handicap pour les risk managers? À la limite, c'est aussi une opportunité. Vous avez un peu de choix finalement entre les différents domiciles pour pouvoir choisir, si vous voulez, un régulateur un peu plus strict, un plus sympa. Voilà. J'exagère un peu parce qu'ils sont tous très sympathiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à l'issue de cet atelier ? Je vais vous passer le micro, je vais aller demander aux hôtesses de venir pour les... Bonjour. Simplement une question, est-ce que les captives sont soumises à la publication du SFCR ? Alors, d'un domicile à l'autre, l'organisation de la publication peut être différente. Les SFCR en Irlande sont disponibles, donc nous, assureurs, on ne les demande même pas forcément, on va les chercher, ça évite, en plus de tout ce qu'on demande, n'est-ce pas, de ne pas avoir ça. Non, c'est public. À Luxembourg, on les demande, parce qu'il n'y a pas d'organisation pour la publication, et ils doivent être donnés, c'est-à-dire que c'est une information qui est publique, mais elle n'est pas organisée pour être accessible sans avoir à la demander. C'est très intéressant à lire. Alors, si voilà, pour s'endormir, pas forcément, mais c'est très intéressant et nous, ça nous apporte aussi beaucoup. Et ça a permis d'expliquer et aussi en termes de préjugés, il y a eu parfois des préjugés sur la manière dont elle fonctionnait, etc. Et on voit toute l'organisation d'une gouvernance très structurée, très, très semblable à la nôtre, finalement, en tant qu'assureur. Et ça a été très, très instructif pour plein de raisons. C'est très intéressant. D'autres questions ? On vous a laissé sec. Est-ce que c'est... Oh, pardon, merci. Oui, sur l'audit interne, c'est une des fonctions clés. Donc moi, je travaille chez Veolia. Alors, on a une captive en Irlande et une captive en France. Et en fait, il n'y a personne. On a un directeur général qui est salarié en Irlande, mais sinon, il n'y a pas de salarié. Ce qui fait que, d'un point de vue proportionnalité, avoir un audit interne, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a délégué à l'audit interne groupe, qui ne sont pas des assureurs. Et je voulais savoir si c'était quelque chose de répandu. Ce qui veut dire que tous les ans, vous avez un audit de la captive au titre de Solvabilité 2, mais ça fait aussi partie du plan d'audit du groupe. Exactement. Alors, c'est exactement comme ça que ça se passe chez nous. On a sous-traité, on sous-traite
à l'audit interne du groupe. Donc, de ce fait, les recommandations, et malgré toute de solvabilité 2, etc., on a quand même des recommandations en interne qui montent donc, au conseil d'administration de Nexans. Et voilà, tout à fait. Donc, et nous, on l'a fait sur un business plan parce que puisqu'il y a tellement de choses à auditer, on l'a fait sur un business plan, donc sur 3 ans. Donc là, voilà. Et puis, il y a 2 personnes qui se déplacent aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est encore des coûts, c'est encore du temps. Et c'est 1 fois par an à un audit de la captive qui, pour nous, encore Nexans, on n'a pas une grande captive. Mais voilà, donc moi, je reviens un petit peu aussi sur ce reporting, la proportionnalité. Pour moi, ce sera important d'avoir... il y aura toujours l'audit interne, mais ils le prennent très au sérieux. C'est pas, voilà, je fais juste pour la captive, c'est vraiment un audit comme... voilà, tout à fait. Donc, une proportionnalité avec le reporting et tout ça, ça me conviendrait parce que pour autant, le reporting, ça nous concerne, Risk Manager, dans le contrôle, parce qu'on doit contrôler les contrôles, mais on a quand même un prestataire qui doit effectuer le travail. Et là, de ce fait, c'est en fait énormément de choses à rentrer, et donc ça augmente le coût de cette partie-là. Et pour mettre en parallèle avec AXA-CS, les autorités de contrôle nous ont demandé d'avoir notre propre audit interne, alors qu'avant, on avait l'audit interne du groupe. C'est déjà pas mal, hein. Mais là, maintenant, voilà, on a aussi, en tant que Legacy AXA-CS, un audit interne qui a été demandé spécifiquement par la CPR. Voilà. Donc, ça rajoute un étage, en fait, aussi. Donc, on a les mêmes contraintes. Heureusement, d'ailleurs, ceci dit. Parce que nous, on est systémique, vous ne l'êtes pas. Mais depuis, quand j'étais petit, c'était vraiment une règle de base de séparer les activités vie des activités non-vie. Vous aviez soit une société vie, soit une société non-vie. Et les deux étaient très cantonnés. En gros, l'idée qu'il pouvait y avoir derrière, c'est de ne pas payer l'incendie avec les fonds de retraite. Donc les deux étaient très cantonnés. Et avec solvabilité... Alors peut-être que ça s'applique plutôt aux réassureurs, mais c'est comment tout ça fonctionne en fait, mais tu peux le compléter parce que c'est les assureurs vie et les assureurs non-vie qui sont des structures juridiques différentes. Au niveau de la réassurance, historiquement, l'agrément était Global Réassurance. Donc si vous changez votre business model, à Luxembourg par exemple, si vous changez votre business model et que vous êtes sur du PNC et que vous voulez mettre de l'IBI, vous avez un changement de business model, vous refaites tous vos calculs dans tous les sens que tu expliquais et vous le présentez aux autorités de contrôle. Ce n'est pas formellement une demande d'agrément, mais malgré tout, il y a une histoire de coefficient multiplicateur, etc. Il peut vous poser des questions. C'est équivalent quasiment à une demande d'agrément, mais ce n'est pas une demande d'agrément formelle puisque vous avez un agrément de réassureur. En France, de mémoire, on avait regardé, il y avait des réassureurs vie, des réassureurs non-vie. Bon, donc en France, je ne sais pas comment ça se passerait. En Irlande, possiblement, ça peut être aussi un petit peu différent. Peut-être un agrément formellement à demander avec un tel changement de business model. Mais en tout état de cause, juridiquement, les deux structures séparées, ça se retrouve plutôt sur la partie assurance directe uniquement. Au niveau de la réassurance, il n'y a rien qui impose d'avoir deux sociétés différentes. Après, la prévoyance santé peut, en fonction de la manière dont est rédigé le contrat, alors c'est des subtilités qui m'échappent, hein, donc je vous parle ça, ne me posez pas trop de questions, Marc, mais ça peut être considéré juste sur le pilier santé. Et sinon, il y a à la fois le pilier vie et le pilier santé qui sont concernés. Voilà. Oui, juste là-dessus, nous on réfléchit aussi à ces sujets-là. Hein. Et en fait, de ce que j'ai compris pour le moment, hein, c'est qu'au Luxembourg, le régulateur va regarder en fait si on porte du risque de longévité ou pas. Et donc en fait, le mieux, c'est de pouvoir, par exemple, ne pas avoir à payer de rente. Hein, donc payer plutôt des capitaux constitutifs de rente. Et à ce moment-là, c'est l'assureur qui assume la liquidation de la rente. Voilà. Et donc dans ces cas-là, c'est plus acceptable
que de porter. Si on porte du risque de longévité, il va y avoir un impact régulateur plus élevé, en fait. Voilà. Pour rebondir sur la question de monsieur, justement, avec ces deux lignes très distinctes, est-ce qu'il va y avoir une obligation de protection en multi-year, multi-line? On rejoint la problématique de la qualité de la donnée, puisqu'une exposition EBI est une exposition très particulière qui est a priori plus prévisible à partir du moment où on a une information sur l'exposition de qualité. Le nombre de salariés, ça bouge, voilà. C'est plus mouvant, et puis il y a des réglementations très particulières dans tous les pays. Enfin voilà, à modéliser, c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où cette qualité de l'information existe, vous avez une plus grande maîtrise de la volatilité, mais potentiellement des expositions significatives. Alors après, imposer une protection, rarement le régulateur impose une protection. Vous avez, en fonction de la structuration de l'implication, vous avez plus ou moins de fonds propres à allouer. C'est l'entreprise, la captive, en fonction de son appétence au risque et à la volatilité, qui va aller plus sur une protection ou pas. Mais ce n'est pas une imposition, en fait. La réponse que je vais donner, elle est peut-être provisoire, je ne sais pas, mais comme on a des assureurs vie et des assureurs non-vie, en général, quand on va aller faire un montage pour mettre de l'IBI, si on veut être protégé, par exemple, pour mettre un excess par tête, en général, on va se retourner vers un assureur vie pour fournir la réassurance. Il y a quand même les branches sont organisées et les marchés sont organisés, les spécialistes sont organisés. Donc du multi-line aujourd'hui, peut-être chez les grands réassureurs, c'est peut-être possible. Hein, c'est assez exceptionnel. Voilà. C'est assez exceptionnel de mélanger du vie et du non-vie dans la protection. Voilà, c'est quand même des marchés qui sont, on s'en rend compte, assez différents. Voilà. Et aujourd'hui, la protection de la captive par la cédante sur la partie IBI est ce qui va être la première tendance, puisque lui connaît le risque plus que le réassureur tiers, à qui va demander des informations que la captive peut avoir du mal à lui fournir. On avait travaillé sur cette question avec un groupe français et c'était plus simple que la captive, effectivement, ait une cession avec une protection par tête, une limite par tête, par exemple, ou un stop loss. Encore des questions sur l'évolution européenne? Des questions pour Tiffaine? Sur le beau lobby fait par Fermat pour la profession. Non? Écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'atelier.